Bienvenue dans ce petit épisode bonus du podcast De Vive Voix. Cet épisode fait suite à l'échange réalisé avec Marine Meunier sur ses expériences de pistage et voyage au Canada qui l'a amené à trouver des réponses à un grand questionnement. Comment être autochtone et comment faire de nouveau partie de ce tout qui nous lie? Si tu ne l'as pas encore écouté, tu prendras, j'en suis sûr, plaisir à le faire à la suite de cette petite discussion. Aujourd'hui, on retrace en quelques minutes le parcours de Marine dans la gestion des risques à l'international. L'occasion de découvrir davantage ses activités et engagements. Alors, si le sujet t'intéresse, ne bouge pas. Je te souhaite une belle écoute. Marine, tu as 38 ans et tu es originaire de Grenoble. Tu as fait des études dans les relations internationales et tu t'es spécialisée ensuite dans la gestion des risques. Depuis 2011, tu travailles notamment dans l'humanitaire sur le volet de la sécurité et sûreté. Et tu es passée par de grandes ONG françaises et anglaises en tant que salariée. Et depuis 2016, tu interviens en tant que consultante pour diverses organisations sur ces mêmes enjeux. Urgence et développement, droits de l'homme, environnement. En parallèle de ce parcours humanitaire, tu accompagnes sur la gestion des risques dans le cadre d'expéditions scientifiques. Tu m'expliquais justement que l'année dernière, tu étais mobilisée en Amazonie, aidant à la logistique, à la sécurité sur un projet de référencement d'espèces. Est-ce que tu veux nous en dire plus justement sur ce qu'est la gestion des risques et quel rôle tu as dans celle-ci ? Oui, avec grand plaisir. C'est vraiment quelque chose que je fais depuis finalement la sortie de mes études et dont je ne suis pas encore lassée. Donc je pense que j'ai à cœur de partager certaines idées autour de ça. Quand on parle de la gestion des risques, les gens parfois ont la sensation que c'est du contrôle. C'est vraiment pour tout contrôler. Moi, j'aime beaucoup défendre l'idée inverse, que c'est d'apprendre à savoir prendre des risques en fait. Et parfois dans des dynamiques actuelles, je ne vais pas faire de lieu commun, mais on est un peu dans le surcontrôle, dans le zéro risque, dans le tout sécuritaire. Et là, c'est un peu quand même l'inverse dans mon approche. C'est de repousser un petit peu les limites de là où on voudrait nous mettre, sans prendre de risques inconsidérés, sans faire prendre de risques aux autres, mais de le faire de la manière la plus adaptée et la plus pertinente pour continuer à faire des choses. Et du coup, c'est avec cette approche-là que je suis dans la formation et l'accompagnement des équipes pour leur apprendre à prendre les risques de la meilleure des manières. Et du coup, en quoi consiste un peu ton métier de consultante? Est-ce que tu es déployée sur certaines missions spécifiques? Comment ça se passe? Il y a plusieurs pans dans mes missions de consultance, du coup. Donc, je travaille quasiment exclusivement avec des ONG, parfois avec des individuels ou des structures scientifiques, par exemple, des organismes de formation également aussi, qui eux-mêmes sont contractés par les ONG. Et l'idée, c'est de toujours commencer par une analyse des besoins, en fait. Par exemple, on veut déployer une mission dans tel contexte, tel pays, et comment on va le faire pour aboutir véritablement, si tu veux, à la mission, à l'opérationnel, en restant le plus longtemps possible. Donc par exemple, il y a des formations où je vais sur le terrain, je vais faire un atelier avec les équipes et on va réfléchir à la manière dont ils vivent au quotidien. Ça va du logement, en passant par les déplacements, en passant par les communications, et quelles peuvent être les menaces qui existent dans le contexte, les opportunités aussi. Et à partir de là, quelles mesures il faut qu'on mette en place pour que tout se passe du mieux possible. Et ces formations, elles peuvent être assez théoriques, sur des connaissances, des statistiques, etc. Ou ça peut aussi être ultra pratique. Et parfois, il y a des formations où on fait des simulations, on fait des mises en situation et on va jouer un peu un rôle. Ça m'arrive parfois d'incarner des personnages, tu vois, d'un contexte, des faux militaires, des faux cambrioleurs, etc. Pour que les gens, après avoir reçu un peu de théorie, se testent, se mettent en condition et voient aussi comment leur corps réagit. Comment, sur le plan psychologique, ils s'adaptent à cet événement d'une part soudain, un peu inattendu quand même, et comment ils réagissent physiquement et s'ils sont en capacité, au fur et à mesure de répétition aussi, d'appliquer les bons gestes pour réduire les conséquences négatives potentiellement d'une attaque. Pour te donner un exemple. Ouais. Donc en fait, tu accompagnes des populations locales sur ces risques-là qui peuvent se présenter. Oui, parce qu'il y a des formations effectivement qu'on va faire à des salariés, des employés, des volontaires, des bénévoles d'ONG
par exemple occidentales, en France, avant qu'ils soient déployés sur le terrain, quand ce sont des expatriés. Mais par contre, il y a une très grosse partie de ce travail-là qui est directement fait avec les équipes locales. Parce qu'aujourd'hui, dans les ONG, il y a une très grosse partie, une très grande majorité, et c'est tant mieux, de salariés locaux, donc de personnes qui à la fois travaillent et vivent dans les contextes compliqués, en l'occurrence. Et il est hyper important aussi pour les ONG de transférer les compétences autant que le risque, parce que finalement, quand ce sont des ONG internationales et que c'est des locaux qui travaillent, ils vivent des risques différents. Donc voilà, de les outiller parfois avec certaines choses. Je n'arrive pas en terrain conquis, je n'ai pas le savoir absolu et encore moins sur leur contexte, mais par contre, il y a des outils qui ont fait leurs preuves au fur et à mesure des années et qui peuvent leur être utiles. Donc ouais, il y a une très grosse partie du public qui est des équipes locales. Ouais, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle d'humanitaire, on peut aussi penser à toutes les dérives qui existent. Enfin, quand on parle de néocolonialisme, justement d'impérialisme occidental, de structures qui arrivent et qui disent nous on a les solutions et on va vous les apprendre. Comment ça se passe concrètement et comment toi t'évites ces pièges-là? Ouais, c'est compliqué parce que déjà, ne serait-ce que tu vois la notion de gestion des risques et gestion de la sécurité, ça sous-entend qu'on a un contrôle sur notre destin, tu vois. Et en fonction des cultures avec lesquelles tu travailles, c'est la première chose à laquelle tu te heurtes, entre guillemets, c'est cette différence-là. Moi, ça m'est arrivé d'arriver sur des formations et de commencer à présenter mon petit outil de gestion de la sécurité qui va bien, avec lequel j'avais des certitudes, et de m'entendre dire, oui, si Dieu le veut, quoi, ou Inch'Allah, tu vois. Donc, si je dois mourir, c'est que c'est comme ça. Et tu te dis, ok, là, effectivement, comment on va, tu vois, contourner un petit peu ou proposer, suggérer des manières différentes peut-être d'aborder la sécurité. Et il y a plein de sujets comme ça dans la gestion des risques. Je travaille aussi beaucoup, par exemple, sur la thématique des violences sexuelles et des violences de genre. Tu te heurtes assez vite aussi à des visions, à des cultures qui sont différentes, à des choses qui sont des manières de voir la vie qui sont différentes et qu'il faut prendre en compte, en fait. On peut pas arriver en disant non, vous avez tort, c'est pas comme ça. Et nous, on veut que vous fassiez ci, ça, ça et ça. En tout cas, si on a une idée de ce qu'on pense être mieux ou bien, c'est pas une vérité absolue. Il faut en tout cas être capable de se dire, ok, comment on fait avec ce qu'on a en face et comment on essaye d'aboutir quand même à faire en sorte que les vies durent plus longtemps sur ces zones de conflit, quoi, ou ces zones compliquées. Mais parfois, ça pose question. Ouais, donc il s'agit à chaque fois d'essayer de comprendre d'abord les réalités locales, les traits culturels, les situations politiques, évidemment, quand on parle de gestion des risques. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé, c'est que en fait moi j'ai fait, donc comme tu le disais, des études en relations internationales avec une spécialisation conflit, études de conflit. Et c'est par cette porte-là vraiment que je suis rentrée dans la gestion des risques, parce que j'ai fait mon premier stage sur le sujet dans une ONG lyonnaise, basée à Lyon en tout cas, Handicap International, maintenant Humanité et Inclusion, mais en tout cas encore connue sous ce nom-là. Et en fait je suis rentrée au bureau de la gestion de la sécurité en faisant des échanges. Mon rôle, c'était d'avoir des échanges énormément avec le terrain, puisque moi, je ne savais rien, tu vois. J'avais mes bouquins, j'avais Internet, j'avais des études géopolitiques, mais aucune conscience vraiment détaillée des contextes sur lesquels je travaillais. Donc beaucoup d'échanges avec le terrain, avec les gens sur place, pour construire justement un espèce de panorama géopolitique et comprendre ensuite en quoi ça avait un impact sur la sécurité. Ok, il va y avoir une élection dans tel pays, c'est qui les parties prenantes de ces élections, quelles sont leurs manières d'agir, qu'est-ce que ça veut dire pour nos équipes sur le terrain en termes de positionnement, en termes de vie quotidienne. Et c'est par là que je me suis rendu compte que j'étais tout à fait ignorante, malgré mes connaissances théoriques. Et petit à petit, au-delà de ces études de contexte vraiment géopo, qui sont tout à fait importantes, viennent se greffer des questions d'anthropologie, viennent se greffer des questions aussi après de pratico-pratique, quoi. Tu vois, si tu dis que tes équipes, elles peuvent pas se déplacer à pied, elles doivent être tout le temps en véhicule, il y a de la logistique derrière, il y a de la finance, puisqu'il faut des budgets. Donc après, j'avais ouvert un peu la boîte de Pandore, quoi. Est-ce que tu peux justement nous parler de certaines de tes expériences, certaines de tes interventions, nous donner des exemples? Oui, avec grand plaisir.
Il y a quelques missions qui ont été plus marquantes que d'autres, pas parce que je les ai plus aimées ou moins aimées. La Jordanie, j'y vais très régulièrement puisque c'est un pays qui est encore aujourd'hui, touchons du bois, mais relativement stable dans la zone Moyen-Orient. Et du coup, quand je vais faire des formations là-bas, on a des personnes qui viennent de tous les pays environnants au Moyen-Orient. Donc en général, il y a une charge émotionnelle et gestion des risques qui est assez importante, mais c'est chouette parce qu'on peut le faire en étant dans un environnement qui est pédagogiquement intéressant. Et justement, au regard de toutes ces expériences que toi tu as vécues et que tu vis encore sur ce domaine de la gestion des risques, qu'est-ce que ça a changé en toi ? Est-ce que ça a construit des choses en toi et quel regard que tu portes sur le monde aujourd'hui par rapport à celui que tu portais, je sais pas, à la fin de tes études ? Je dirais qu'il y a une chose qui s'est déconstruite. C'est peut-être un peu bizarre la manière dont je vais le formuler, mais c'est que je pensais en faisant mes études que la politique, au sens étatique, était essentielle. J'avais une très forte croyance de cet aspect-là, du contrôle et de la force des États. Et en fait, en travaillant du coup avec des ONG et pour des ONG, je me suis rendu compte que sur certains terrains où on était, en fait, les États étaient faillis. On n'avait pas, en fait, véritablement soit de présence, soit d'impact, en fait, sur la vie quotidienne des gens sur le terrain, que les gens, en fait, les individus organisés en communauté locale, mine de rien, en fait, ça tournait. Alors, plus ou moins bien. Il n'y a pas forcément l'accès aux structures, l'accès aux soins, à tout ce qui est essentiel, quand même, effectivement. Et c'est là que malheureusement, des fois, les ONG prennent un rôle qui, je pense, ne devrait pas être le leur, à savoir pallie à ce manque-là. Et du coup, ça ne permet pas de structuration. Mais à côté de ça, ça m'a démontré quand même que la résilience, si tu veux, de l'humain, elle est possible et que en fait, le rôle de l'État, parfois, au-delà d'être questionnable, il est minime. Si les humains arrivent à s'organiser à d'autres niveaux, en fait. Donc c'est peut-être ça que ça m'a fait changer aussi, cette vision de l'équilibre national/local, en renforçant pour moi l'importance des tissus locaux, quoi. Donc, comme je le précisais dans l'introduction, tu accompagnes aussi des expéditions scientifiques sur la gestion des risques. Est-ce que c'est foncièrement différent de celle qui est exercée dans le cadre humanitaire ? Aujourd'hui, les scientifiques que j'ai pu accompagner, notamment sur ces missions-là, n'ont pas forcément de sensibilité par rapport aux risques. Parce que quand tu travailles dans l'humanitaire, en tout cas dans des contextes de type conflit, tu peux pas faire abstraction, en fait, de ça. C'est pour ta sécurité personnelle, tu as vraiment cet élément d'immédiateté, si tu veux, du risque. Tu es vraiment obligé de le prendre en compte. Et sur les missions scientifiques, en fonction des contextes, on va avoir une approche qui est un peu différente. Le sujet, en fait, peut être lui-même à risque, mais c'est peut-être quelque chose de moins violent, de moins visible, de moins visuel. Donc c'est un petit peu une autre approche. Du coup, pour prendre l'exemple de la mission scientifique sur laquelle j'étais il y a 1 an, tout pile, je crois que je rentrais aujourd'hui d'Équateur à peu de choses près. C'était du coup un référencement d'espèces et notamment herpéto. Donc c'est reptiles et amphibiens. Donc par nature, si tu veux, les reptiles, certains en tout cas reptiles et certains amphibiens, peuvent présenter des risques. On peut parler de morsures de serpents potentiellement mortels et encore plus en milieu isolé. Donc connaître et comprendre d'une part les protocoles scientifiques, c'est-à-dire la manière d'approcher les bêtes, à quel moment on va aller faire les prospections, etc. C'est important. Mais il y a aussi connaître les personnes parce qu'en fait, tout le monde, et des scientifiques par exemple très expérimentés, vont peut-être avoir une espèce de tolérance de prise de risque qui peut être différente d'une personne à l'autre. Donc, quand tu connais pas forcément toutes les personnes et la manière dont elles gèrent en fait leur protocole, ça nécessite une petite adaptation. Ouais, c'est marrant parce qu'au final, là, on a l'impression que c'est plus des risques liés au reste du vivant, à des animaux, alors que sur l'humanitaire, c'est peut-être, pas forcément uniquement, mais plus lié aux humains, aux conflits humains. Ouais. Oui, en tout cas, sur les terrains humanitaires, alors oui, on peut avoir des catastrophes naturelles, on va avoir des problématiques de santé, le palu, ce genre de choses aussi. Mais c'est vrai qu'assez souvent, on est plutôt sur des risques intentionnels, voire malveillants, alors que sur des missions scientifiques, en fonction des contextes, alors il peut y avoir une partie de ça, mais on va être surtout sur des choses liées au milieu, en fait, et du coup aux différentes espèces, et c'est pas la même approche. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté ce petit épisode bonus.
J'en profite pour te dire que j'ai grand besoin de toi pour partager le podcast au plus grand nombre. Ton soutien me sera très précieux. N'hésite pas à rejoindre ma page Instagram pour découvrir un peu tous les coulisses des épisodes. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute et à ajouter 5 étoiles également. Merci beaucoup à toi et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode qui, je suis sûr, t'inspirera beaucoup également. Ciao ciao!